l'université à Sydney, en Australie, qui est en train d'avancer dans l'hiver de poissons, et on découvre, alors là c'est la dinguerie totale, on ne sait pas encore quoi faire, mais on avance. La science est incroyable. La science, c'est la meilleure amie des amis des animaux. On découvre qu'ils se réunissent de temps en temps en rond. Alors on ne sait pas très bien ce qu'ils font, mais de temps en temps, on croit que c'est un animal solitaire qui est tout seul, et on découvre de temps en temps qu'ils font une réunion. Ils sont en rond, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils parlent, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous voyez, on vient de découvrir récemment que l'araignée parlait, c'est-à-dire elle émet des sons. C'est sûr. Je pensais que les araignées, il y avait quelque chose en plus, pas bien. C'est pas un petit cerveau, il y a un petit truc qui marche. Non, mais je veux dire, madame, qui faisait la connasse. Pas les araignées. Ne tuez pas les araignées, ça porte malheur, surtout. Surtout ne tuez jamais les araignées. Chez moi, il y a plein d'araignées. L'idée d'avenir, elle ne pile pas. Vous parlez beaucoup de la nature, mais vous évoquez aussi tous les bienfaits, par exemple, de la marche. C'est très intéressant. Vous dites que le pessimisme mène à tout à condition d'en sortir. C'est une maladie dont on ne se débarrasse qu'en chantant, dansant, nageant, transpirant, marchant. Ah oui, ça, il faut marcher, il faut se plier. Non, mais ça va tout. Bon, je suis pété le genou, c'est dommage, j'ai arrêté ces derniers temps, mais je reprends. Et c'est quand même le meilleur moment, ça, de marcher. Et puis je ne dirais pas marcher de manière sportive, c'est plutôt se promener, musarder, comme ils disaient au Moyen-Âge. C'est merveilleux, la musarderie, c'est comme ça qu'on appelle les promenades. C'est-à-dire vous arrêtez, regardez, c'est merveilleux. Ça, on aime le monde quand on fait ça, bien sûr. Beaucoup d'écrivains qui ont des idées, enfin, ça libère, on va dire, ouais, du cerveau. Vous voyez des scènes, vous voyez des personnages, bien sûr. Julien Gray disait toujours son roman, un de ses premiers romans, qui s'appelle Adrienne Mesura, qui a été un énorme succès d'ailleurs. Il avait l'idée en voyant une femme de profil dans un bus, place de la Concorde. Et il a ça, bon, ça devient Adrienne Mesura. Il a fait vivre un peu, puis après, il s'est mis à écrire, il s'est mis à raconter l'histoire qui était dans sa tête. Alors, avant de conclure, je voudrais peut-être lire un petit passage, puisqu'on parle des mots dans le journalisme et l'importance de l'écriture. N'écoutons pas les augures, même si les ventes de recueils sont en chute libre, la poésie ne mourra jamais. Elle exprime ce que la littérature ne peut pas dire, les vérités absconses, l'indicible de nos rêves, de nos émotions, de nos arrière-pensées. Elle ne sert à rien, sinon à transmettre aux autres des choses qui nous dépassent et que l'on ne peut pas formuler. Les poèmes brassent de l'air, du vent, sauf exception, ils sont consubstantiellement panthéistes. Ce sont des peintures ou des sculptures faites avec rien, des nuages, des mots, des papillons, du vide, de l'infini. Que vaudraient nos vies sans poésie? Il nous manquerait un troisième œil pour voir le monde. Ah oui, c'est la poésie. Je suis un grand amateur de poésie et lisez de la poésie. Alors, il n'y a pas seulement Apollinaire, même des poètes réputés secondaires, je pense à Émile Verhaeren, qui donne des grands moments de bonheur. Et puis Aragon, évidemment. Moi, je suis un fou d'Aragon, comme plein d'auteurs, comme mon pote Jean d'Ormesson. C'est extraordinaire. Hein. C'est tellement pur, c'est nos talents. Rien à voir, moi, je m'en fous pas mal de ces opinions politiques qui étaient pas terribles, il faut le dire, qui étaient même assez atroces, qui étaient complices des pires saloperies, ça c'est pas le sujet. Et il parlait tellement bien d'amour, c'est pour ça qu'on peut lui pardonner beaucoup. Je l'ai rencontré, par exemple, comme journaliste, c'était un de mes grands bonheurs. J'ai rencontré 2 fois. Et la première fois, j'étais jeune, je ne sais pas si j'étais beau, je crois pas, mais il avait fermé la porte. Je me suis demandé que la porte s'entrouvre et Elsa tremble. Eh bien, elle voit qu'il ne fait rien, elle referme la porte. Et c'est vrai qu'il m'avait fait une dédicace absolument flammée, donc je ne savais pas, j'étais très fier, je pensais que c'était mon talent, etc. Ça c'est bon, qui est apparu là. Alors, vous avez écrit de biographies. C'est une énorme personne. Vous avez été biographe, notamment de Jacques Chirac. Est-ce que vous pensez toujours que si on veut garder sa part d'ombre, il ne faut pas fréquenter de journalistes ni d'écrivains? Oh bah oui, parce que par définition, le journaliste, il est là pour donner les secrets, raconter, sinon c'est pas la peine de faire ce boulot. Bah, évidemment, on est là pour être dans tous les univers sur lesquels on doit travailler. Donc, je sais qu'il y a une espèce d'école néo-journalistique absurde qui nous dit qu'il ne faut pas voir, par exemple, les hommes politiques parce que je ne sais pas quoi, on serait contaminé. Non, moi, ça n'empêche pas d'avoir une très bonne relation avec des hommes politiques que j'ai assassinés dans des éditoriaux. Je les aime bien et je les écris ces éditos sans elle, mais je me dis, voilà, une fois, mais c'est
c'est le En rôle du même temps, ils journaliste. jouent le jeu, ils savent qu'en Oui, en voilà, disant certaines choses aux de temps en journalistes, temps, aux écrivains, ah non, ça va être réutilisé. Et si on note devant eux, ils ne disent pas de temps en temps, les gens ils disent bah, non, je suis Chirac ou Mitterrand. Peut-être qu'ils oublient qu'ils ont Ils vont souvent dire non, non, il ne faut pas. Là, j'écris pas et ils n'ont pas donné en page, parce que parfois j'ai parfois oublié. Bien. Il y avait une question. Je crois qu'il y a une question. Le micro, sous la bouche, mieux que moi, parce que monsieur est pas content. Oui, parce que vous avez complètement, il nous faut prendre un tour de micro. Donc, je disais, vous avez parlé tout à l'heure du fait que la presse et les journalistes étaient beaucoup dans la morale et de moins en moins dans l'investigation. Aujourd'hui, le métier de journaliste est de plus en plus dans la précarité, notamment avec un nombre record de journalistes qui sont pigistes, qui ne sont pas salariés, avec des journaux qui donnent plus en plus les moyens aux journalistes d'être dans l'investigation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai une autre question aussi sur la féminisation des termes. Quelle est votre position dans la presse sur la féminisation des mots? Et est-ce que vous considérez que c'est important qu'on puisse écrire, et est-ce que c'est une consigne en tant que directeur d'édition et que vous donnez ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'on écrit auteur, chirurgienne, écrivaine? Est-ce que vous considérez que le mot dans sa féminisation a son importance? Donc deux questions sur l'investigation. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui la presse donne les moyens? Parce que c'est sympa de dire que les jeunes journalistes sont incultes, ne savent plus écrire, etc. Mais je pense que... non, ça, je n'ai pas dit ça. Hein. Non, je ne dis pas que vous l'avez dire des choses comme ça. Je ne dis pas que vous l'avez dit, je dis que c'est un discours ambiant sur le niveau des journalistes et des jeunes journalistes. Mais... Oui, mais on dit toujours que c'était mieux avant, mais je ne suis pas du tout là-dedans. Je pense qu'il y a une mauvaise évolution sur la morale. Ça vient des États-Unis, d'ailleurs, avec quelques décennies de retard. C'est ce qu'on appelle le politiquement correct. Et vous voyez, vous avez par exemple quelque chose, un mot qui revient tout le temps dans les mots. Vous citez par exemple, c'est le mot dérapage. Ça veut dire quoi déraper? C'est quoi dérapage? Connard, pourquoi tu fais dérapage? Pourquoi tu fais dérapage? Il a dit ça, c'est pas forcément un dérapage. Parfois, ça peut être quelque chose de choquant, scandaleux. Mais dérapage, non, il n'y a pas besoin de. Voilà, on n'est pas. Et si vous voulez, c'est ça, l'évolution là-dessus. Moi, je pense que la presse va dans la mauvaise direction. Après, quand vous dites l'investigation, aujourd'hui, c'est pas la faute des journalistes. Il y a moins d'argent. Quand il y a moins d'argent, on peut faire des investigations. Un exemple très simple. Le Wall Street Journal a été longtemps, à mon avis, le meilleur journal aux États-Unis. De très très loin, c'était le Wall Street Journal avait à gauche une colonne entière avec l'article suivait de quelques pages plus loin. Et le Wall Street Journal était le roi de l'investigation. Et chaque jour, il y avait un article assez long, je ne sais pas combien, peut-être même ici, par deux personnes. Il a eu des problèmes financiers. Murdoch a racheté le tycoon de la presse, et évidemment, il a arrêté ça. Il a arrêté ça pourquoi? Parce que c'est des économies considérables. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que ça ne va pas dans le bon sens, l'évolution de la presse. Mais, je veux dire, en ne se battant pas pour la vraie enquête, quand je dis investigation, ça vous l'accordez, parce que c'est un truc à la mode, quelques journalistes qui croient qu'ils vont être Edouard Demerstein et faire tomber le président, à chaque fois ça continue, et à chaque fois d'ailleurs le président il reste en place, parce qu'on n'a pas des trucs aussi forts que le Watergate. Donc je n'aime pas le mot investigation, c'est le mot enquête, parce que de toute façon, l'enquête, l'investigation, c'est un mot anglais, je ne sais pas pourquoi on ne prendrait pas simplement le mot enquête, c'est ça, il n'y a pas le mot France Info, l'investigation, c'est pas un mot français. L'enquête, c'est bien. L'enquête, c'est tout. L'enquête, ça va aussi sur enquêter sur les pesticides dans les légumes, c'est des choses comme ça. Ça, ce sont des belles enquêtes. C'est pas forcément. Alors, évidemment, on n'appellera pas ça l'investigation, qui doit en général faire trouver toujours le président du moment en place. Et non, il faut. L'enquête, c'est vraiment passionnant. Comment on tue les bêtes dans les abattoirs, voilà, ça aussi, ce sont des belles enquêtes. Bon. Et donc, c'est vrai, quand on a moins de journalistes, on ne peut pas faire ça. Et simplement, il faut se battre. Quand je dis ça, c'est pas. Quand j'ai dit ça, vous ne voulez pas interpréter comme
ça, c'est pas une attaque sur le journalisme, c'est une attaque sur, enfin, comment dire, c'est le système qui fait qu'aujourd'hui, la presse n'a pas bien, elle n'a pas bien, elle n'est pas partout. Il y a des gens qui font beaucoup mieux que d'autres, je vous signale. Même des journaux qui sont presque florissants aujourd'hui, c'est honteux à dire, alors que beaucoup tirent la langue. Hein, et quand vous tirez la langue, je ne sais pas, des journaux comme Le Monde, 60 millions de déficit, PIB, c'est compliqué à faire un journal. Voilà, donc, le BABA, c'est d'être libre, de gagner de l'argent. Bon, c'est vrai que je pense qu'on revient peu à peu, puis c'est la longue histoire, puis elle va encore tourner, et puis un jour, la grande presse reviendra. Mais c'est vrai que vous voyez bien qu'on revient au 19e siècle, quand on faisait les journaux avec 4 journalistes, 5 journalistes, 6 journalistes. Ça n'empêchait pas certains de ces journalistes, déjà au 19e siècle, de faire ce qu'on peut appeler de l'enquête. Voilà, il faut faire de l'enquête. Après, sur la féminisation des mots, moi je suis assez cool là-dessus. Il y a des mots évidemment qu'on ne peut pas féminiser. Écrivaine, c'est quand même moche. Il y a même dans écrivaine, non? Tout ça me dérange pas. Est-ce qu'on se demande si rhododendron c'est beau? Qu'est-ce que ça veut dire écrivaine? Si on est sensible à la langue. Mais ça, je pense qu'il y a quand même dans la féminisation des mots. Systématisation. Oui, dès que vous rentrez dans la systématisation, ça devient grotesque. Voilà. Le pompier, la pompière, il y a plein d'exemples comme ça. La patronne, c'est pas. Oui, ça fait un peu trop clair. Mais en même temps, moi je suis pour féminiser, évidemment, les mots, il n'y a pas de raison, c'est clair. On ne va pas dire que. Enfin, il n'y a pas de raison que tous les mots importants, ce soient des mots masculins. Moi, je suis tout à fait pour ça, je n'ai jamais lutté contre ça. En revanche, c'est vrai que je suis battu sur la réforme du français, parce que enlever un accent circonflexe sur le mot il, par exemple, pour moi c'est une agression, et j'en pleurerais presque. Je veux dire, ce qui a été fait, ce qui est toujours combattu, et il sera longtemps, j'espère, parce que c'est toujours combattu, et l'idée des accents circonflexes, supprimer des accents circonflexes, même enlever le mythe de tout ça, non, je ne mange pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on m'enlevait un bras, je proteste. Et le mot il, c'est un truc que je ne peux pas digérer pour faire des poésies avec le mot il, si vous avez l'accent circonflexe. Ça enlève tout. Mais sur la féminisation, bien sûr. Alors, monteureux, je trouve que ce n'est pas joli. Je peux faire écrivaine, mais écrivaine. Donc, voilà, mais vous savez, la langue, elle évolue en permanence. Il y en a qui vont faire comme ça, d'autres comme moi. Mais moi, je suis assez pour féminiser. Il y a des mots qu'on ne peut pas féminiser, il faut arrêter. Il y a des mots qu'on ne peut pas féminiser, c'est comme ça. On ne fait pas. Parce que la pompière, ça ne fait pas. Je pense qu'il y a plein d'autres. D'autres questions? Bonjour. Bonjour. Gabriel Elie. J'ai beaucoup apprécié votre intervention et j'ai su que dans le journal qu'il y avait cette conférence, en allant m'y chercher moi, puisqu'on était à une conférence à Apt hier sur le grand débat, et je représente le groupe Rassemblement Force Marianne, et comme il devait y avoir un article, je suis tombé sur cette conférence, j'ai dit on ne peut pas louper, il faut venir. Le Rassemblement Force Marianne. Marianne, c'est avec le journal Marianne? Non, c'est le Rassemblement Force Marianne, c'est un organe qui a été créé dans le cadre des Gilets jaunes, mais je vais y venir. J'ai beaucoup aimé votre démarche, j'ai eu la même. Moi-même, je suis à la base plombier chauffagiste et je me suis intéressé à cette question du journalisme. Je voulais rencontrer des gens et dès l'âge de 16 ans, j'avais demandé à rencontrer mon ministre de l'Éducation nationale. Voilà, il m'avait dit non, c'est pas possible. J'avais répondu, excusez-moi, j'aimerais bien savoir le nombre d'élèves qui demandent à vous rencontrer dans l'année si ça arrive. J'avais vécu ça un petit peu mal. Et j'ai rencontré tous les présidents successifs. Je suis allé voir les grands décisionnaires, je suis allé voir tout ce qui fait un peu le monde de la presse, tout ce qui fait un peu le monde de la politique, de la finance, et voilà. Et il y a une question, j'ai par ailleurs aussi une formation philosophique que j'ai faite moi-même. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Toute la vérité sur la fin du monde, que je n'ai pas publié parce que je ne supporte plus de parler sur des sujets où j'ai l'impression que les gens ne suivent plus, ne veulent pas s'y intéresser. Deux questions. La première, j'ai constaté, étant donné mon extraction sociale, qu'il y a un énorme fossé entre le monde politique, financier et les journalistes qui tournent autour et les gens qui sont en dessous. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans le cadre des Gilets jaunes, où les gens ont du mal à comprendre comment ces deux mondes fonctionnent. C'est une crise majeure parce qu'on a l'impression que l'élite est complètement déconnectée. Et moi, souvent, quand je suis avec des journalistes, je n'ai pas l'impression qu'on est dans le monde, si vous voulez, de la perception des gens qui ne sont pas dans l'élite. Première question. La deuxième question, elle est philosophique.
c'est la question qui me taraude, c'est la question du beau, du vrai. Et j'ai l'impression quand même qu'on est dans une époque qui recule. Vous parlez des moyens, j'ai des amis à Var Matin qui m'expliquent que le journal titre 3 fois moins qu'avant. Et donc forcément les moyens sont moins importants et que donc dans tout ce travail de journalisme, on arrive à un journalisme qui est un petit peu au rabais parce qu'il n'y a plus, si vous voulez, le temps, ni l'argent, ni les moyens à mobiliser pour ce travail. Merci. Bien, alors, sur la première question, c'est sûr, je ne ferai pas pour autant de journalisme au rabais. Je pense qu'il faut accepter l'évolution actuelle et se battre contre elle. L'accepter, c'est-à-dire l'accepter, ça veut dire ne pas rendre les armes. Il ne faut pas rendre les armes, parce que le journalisme, il y a eu des hauts et des bas. Je suis désolé, quand vous regardez bien l'histoire du journalisme depuis son apparition dans le XIXe siècle, il y a eu des pertes, enfin sa vraie apparition, il y a évidemment Face, Renaudot, etc. Mais quand ça commence à se développer les journaux, vous voyez bien que ça va un peu dans toutes les directions, et puis à un moment donné, voilà, c'est parti, ça s'est enflammé au début du XXe, et puis je ne parle pas d'un journal comme François, où ça tirait, c'était complètement dingue, dans les années 50 ou 60, tout le monde lisait le journal, enfin, c'était dingue. Donc on est sorti de là, clairement. Mais ça peut revenir d'une autre manière. C'est vrai que le numérique fait beaucoup évoluer les choses. Les journaux en numérique, vous savez bien que vous avez quand même des chiffres aux États-Unis, vous avez le New York Times qui arrive sur les 3 millions d'abonnés numériques, ben, c'est énorme. Et quand vous avez 3 millions d'abonnés numériques, derrière vous avez de l'argent. C'est un modèle qui peut ressembler à celui des quotidiens d'avant, très vite. On ne sait pas très bien où on va. Et c'est sûr qu'il y a toujours un appétit de connaissances, un appétit d'information. Et moi, je pense que l'évolution d'un certain nombre de quotidiens aujourd'hui, quand on voit les chiffres d'abonnement numérique, montre que c'est pas cuit, c'est pas fini. Après, c'est vrai, c'est un peu compliqué le papier. Le papier peut persister. À mon avis, il persistera d'ailleurs toujours pour certaines catégories de la population qui aiment le papier. Il y en aura toujours. C'est pas un problème de jeunes ou de vieux. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui préféreront lire un journal sur papier parce qu'ils trouveront ça plus commode et puis parce qu'ils seront au centre-ville. Parce que dès que vous êtes un peu éloigné d'un centre-ville, le journal n'est pas porté, c'est très compliqué, vous ne l'avez pas tous les jours, si c'est la poste française, ça arrive J+4. Donc de toute façon, évidemment... prédit la mort du livre aussi, avec les tablettes, finalement, bon, le livre... Voilà, c'est très intéressant, tout à fait ce que dit notre ami, c'est que le livre, on a dit que c'était fini, vous avez bien vu que ça revient, même aux États-Unis, c'est le... Bon, je ne dis pas que le livre numérique n'est pas une bonne invention, parce que le livre numérique, il permet de... Enfin, moi notamment, qui ai énormément parfois, si j'écris un roman, j'ai besoin de beaucoup de documentation, etc. Mais c'est vrai que c'est plus facile, quoi. On n'a pas cet empilage de livres qui va très, très vite. Quand on est noyé sous les livres, vous savez très bien, ça devient de la pollution. On est effrayé par ce gâchis, ce papier gâché, etc. Donc, voilà. Moi, je pense juste qu'il faut se battre, trouver des créneaux. Je pense qu'il y a de la place maintenant pour les petits journaux, sur le numérique. Hein, quand je dis ça, parce que et avec un peu de papier aussi en plus. Et simplement, il faut reconquérir le terrain perdu. Mais il y a eu un terrain perdu, mais je pense qu'il peut être facilement reconquis. Je ne fais pas partie des pessimistes là-dessus. Et je pense que simplement, c'est vrai que le climat défaitiste, elle a peut-être aussi une partie de réaction. Sur le thème, de toute façon, c'est foutu, et voilà, vivons comme ça, c'est pas acceptable. Et les journaux, ils ne vont pas survivre comme ça. Il faut vraiment se battre, et on va y arriver, parce que l'exemple du New York Times, c'est là pour nous montrer une voie. Même si ce n'est pas encore très rentable pour eux, l'abonnement numérique, il y a tellement une telle audience, 3 millions, c'est énorme, et puis après, ça sera je ne sais pas combien, parce que ça progresse toujours. La publicité viendra, et à ce moment-là, tout s'arrangera.